Et Ok. je me dis, tu vois, comme je te disais, on a fait 5 millions d'euros supplémentaires pour nos clients en une année. Là, cette année, l'objectif, c'est de faire au moins 10. Ah, tu dis, putain, on a réintégré 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'économie française. C'est combien d'emplois? Ouais. C'est trop bien, quoi. Tu vois, moi, j'ai des clients, ils sont genre 3, ils font 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Tu te dis, bon, bah, c'est pas impossible. Et en fait, du coup, ça a créé une grosse concurrence chez Meta, chez Google, etc. Donc, les prix se sont envolés. Parce que tu vois, il y a plein de boîtes. Aujourd'hui, on accompagne des boîtes, tu vois, comme Spring, comme Sport Découverte. Sport Découverte, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Bon, Ouais. bah, les mecs, ils préfèrent se dire, on prend une agence spécialiste sur lesquelles on est capable de faire un vrai chantier, sur lesquels on va aller chercher de la performance fin 2023. C'est plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a été chercher pour eux, qu'en soi, ils auraient perdu. Parce que nous, Ok. notre métier, c'est de se dire, Salut Sébastien, j'espère que tout va bien. Merci beaucoup d'être sur le podcast. Merci Fraté, comment vas-tu? bah, ça va super, merci Hugo pour l'invitation, ravi de faire ce podcast avec toi et impatient de délivrer plein de valeurs, plein de tips, plein de conseils. C'est bon ça. Si tous les invités commençaient par ça, ça serait excellent. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir mentionné. En tout cas, d'ailleurs, je t'ai connu sur LinkedIn où tu postes déjà très très régulièrement et Ouais. aussi sur YouTube où tu exposes pas mal de petites Je pépites. débute Voilà, sur tu YouTube. débutes comme Sur, comme sur moi. On est YouTube, je suis encore un débutant. Sur LinkedIn, c'est vrai que j'ai commencé à poster vraiment régulièrement il y a un an à peu près, en janvier-février de l'année dernière, où j'ai vraiment été régulier. Euh, Pas un post par jour, mais pas loin, tu vois. Il y a eu des périodes un peu plus creuses, genre en août, etc. Mais pas loin d'un post par jour. Donc ça a fait vraiment la diff. Tu vois, j'ai fait je crois, plus de 15 000 abonnés en une année, tu vois, sur la dernière année, et avec des résultats business, tu vois, qui ont eu de l'impact fort, tu vois. C'est Je ça. crois que j'avais regardé la dernière fois, j'ai fait 3 ou 4 millions d'impressions. Et ça a eu un impact direct sur mon business. Tu vois, j'ai fait x3 entre l'année où je faisais, entre 2023 et 2022 où je faisais pas de LinkedIn. Tu vois, donc Ok. ça a eu un impact fort. Moi, je me suis un peu planté au départ dans ma stratégie de personal branding entre guillemets, parce que tu vois, c'est pas planté, mais tu vois, j'ai écrit 2 bouquins. J'ai pas mal écrit dans les médias, dans Le Point, le Hub Institute, tu vois, j'avais fait des trucs dans vraiment pas mal de médias, pensant que c'est ça qui allait m'amener, tu vois, du volume, de la notoriété et tout ça. Et du coup, j'avais un peu mis de côté LinkedIn, tu vois, en me disant ouais, c'est pas trop mon truc. Et puis finalement, tu vois, avec le temps, je me dis putain, en une année, tout ce que j'ai fait, et le business que ça m'a rapporté versus tout ce que j'avais fait avant et le C'est ouf. business que ça m'a pas rapporté, Ouais. je me dis putain, j'ai été con, mais c'est pas grave. De- Donc ouais, toi LinkedIn c'est un vrai leverage je pense dans ton business et c'est vrai que pour la presta ou pour toutes les agences j'ai l'impression c'est vraiment la place où il faut être tous les jours posté, montrer de la valeur, Ah ouais. donner et voilà il y aura des clients qui vont arriver dans tes DM pour prendre un petit call quoi, c'est Ah mais ça toi. complètement. Et tu vois, non, avant-hier, j'avais un call avec une marque vraiment belle, tu vois, en prospection, qui fait 18 millions de CA, tu vois, donc ça commence à être des marques sérieuses. Et le fondateur, il me prend rendez-vous avec moi, et le mec, il me dit, trop plaisir de te parler. Des fois, je me connecte sur LinkedIn juste pour voir si t'as sorti un truc. Ouais, Tu vois, je me dis, waouh, c'est ouf. Et ce ouais, gars-là n'avait jamais commenté un de mes posts, jamais rien liké, je savais même pas qui me suivait, tu vois. ouais, Et en fait, tu vois l'impact sur des gens comme ça, et ça c'est ouf parce que tu dis putain, je fais pas tout ça pour rien. Des fois c'est un peu démoralisant, tu vois pas trop le truc, et tu vois au bout un an et demi de post LinkedIn, bah tu vois t'as un gars, il arrive, il te dit ouais, ça fait longtemps que je te suis, trop cool. et en fait c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire. Moi ce que je dis vraiment souvent, bah, tu vois, à mes clients ou même à des gens que je rencontre, parce que j'ai quand même coaché pas mal d'entrepreneurs, c'est de leur dire, faites-le d'abord avec votre cœur, avec l'envie de le faire, avec l'envie de partager, et vous verrez après. Tu sais, c'est très religieux, voire catholique, quoi, tu vois, donne et puis tu verras plus tard. Et dans tout d'ailleurs. Et en fait, ça marche vraiment parce que tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de contenu cette année, j'ai fait beaucoup de contenu vraiment de qualité, je le sais, tu vois, avec des trucs vraiment poussés, largement
au-dessus de beaucoup de contenus payants, tu vois, qui ont toujours été gratuits du coup. Et je l'ai fait parce que d'abord ça m'intéressait de le faire. En plus, ça me faisait plaisir de le partager. Et je savais que 95% des gens qui allaient le télécharger et tout ça, ils allaient jamais me rapporter de business. Mais tu vois, genre les gens ils trouvent ça cool, ils t'envoient des petits messages de satisfaction. Rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Tu vois, quand tu reçois un petit message LinkedIn, putain, c'est trop cool ce que t'écris, cette ressource, elle m'a trop été utile et tout. Bah déjà, tu vois, ça te donne un peu de fuel pour redémarrer le lendemain matin, tu vois, et te dire ouais, enfin, je fais pas ça pour rien, même si ça rapporte pas tout de suite. Et en fait, tu te rends compte que sur le long terme, ça rapporte parce qu'en fait, ouais. Parmi tous ces gens, il y en a 1, 2, 3, 4 qui vont être intéressés. Et tu vois, moi, sur la première année d'exercice, là, ça fait 1 an et 1 mois, on a signé plus de 50 clients. Et tu vois, c'est plutôt sympa. Alors, il y en a qui sont sur des petites missions, d'autres sur des plus grosses. Mais tu vois, ça fait quand même 50 e-commerçants qu'on a aidé à améliorer leur conversion, qu'on a aidé à améliorer l'UX de leur site et à faire plus de business. Et tu vois, on faisait le calcul fin 2023. C'est plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires que on a été chercher pour eux, qu'en soi, ils auraient perdu. Parce que nous, notre métier, c'est de se dire, aujourd'hui, tu fais 100, on va faire 120, on va faire 130, parce qu'en fait, on va aller activer les bons biais psychologiques, on va activer les bonnes offres, on va activer la bonne UX, on va activer les bons médias, et juste sur ton site web, tu vois. Ouais, juste parce que c'est trop cool là, tu commences déjà au bout de 5 minutes, on a parlé déjà de ça, de ton agence de LinkedIn. Juste, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, juste pour mettre en contexte un petit peu ce que fait Boost Conversion, qui tu es rapidement, pour après entrer dans le vif du sujet. Tu vois, moi, je suis un passionné de clients, je vois ça. Il t'en faut pas beaucoup. Moi, donc, Sébastien Tortu, je suis un méga passionné de marketing depuis toujours. Pour la petite histoire, je suis abonné à Capital et Management depuis que j'ai 9 ans. Ça a été mon cadeau d'anniversaire pour mes 9 ans et j'ai toujours été passionné par ça. Je viens d'un milieu, tu vois, pas d'entrepreneur, où mes parents sont pas allés beaucoup à l'école, etc. Et en fait, je me suis très vite dit, c'est pas la vie dont je rêve, et il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc, je savais que ça allait passer par, tu vois, cette liberté d'être entrepreneur. Et du coup, tu vois, après mes études, j'ai quasiment fait que ça. J'ai lancé une première agence dans le marketing sportif qui a été non pas un échec, mais qui a pas été une réussite sur le long terme, tu vois, problème de management, etc. J'étais très jeune. Et après, je suis reparti plutôt en freelance. Et en fait, j'ai fait beaucoup de métiers dans le marketing. Tu vois, j'ai fait évidemment de l'achat Facebook, tu vois, de la strat, etc. Du développement de site web. Tu vois, je me suis un peu cherché. Et en fait, en 2019, j'ai sorti mon premier bouquin sur les DNVB, donc les marques, tu vois, digitales, nées sur le web, etc., et qui verticalisaient le commerce. Et ça m'a, tout de suite vraiment aidé en termes de notoriété, en termes de crédibilité. Tu vois, je suis passé vraiment de freelance Malte à auteur de bouquins, conseil, etc. Donc là, mes honoraires ont ma notoriété, enfin tout a vraiment grossi à ce moment-là. Et donc à ce moment, je me suis vraiment focalisé plutôt sur, tu vois, la marque, les missions de marque, les visions. Donc j'ai fait beaucoup de plateformes de marque, j'ai fait beaucoup de tous ces sujets-là. Et en fait, moi j'étais là avant tout pour aider mes clients. Tu vois, j'ai toujours eu cette passion du service en marketing. Je sais que je suis bon, tu vois, sur ce que je fais, et donc j'avais envie, tu vois, de motiver, d'engager mes clients à faire. Et en fait, à un moment, quand tu fais une mission de marque, t'as envie que ça pète, t'as envie que ça convainc les gens, tu vois. Et moi, je leur disais tout le temps, mais maintenant, t'as une expression de marque, t'as une proposition de valeur qui est forte. Viens, on va faire en sorte que maintenant, elle te permette d'acheter, de vendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si t'es persuadé, et moi, c'est quelque chose que je ressens au plus profond de moi, si t'es persuadé que ta mission de marque, elle a du sens, tu dois te battre tous les jours pour convaincre les gens qu'elle a du sens pour eux, tu vois. Ouais. Et donc, je leur disais, faut qu'on y aille. Et donc, en fait, je continuais à accompagner mes clients et j'ai commencé à faire du CRO sans trop dire que je faisais du CRO, tu vois, mais dans la continuité de, on a une mission de marque, on l'a fait savoir, on fait en sorte que les gens la comprennent, qu'elle parle à leurs émotions, qu'elle donne envie d'acheter. Et en fait, j'ai commencé à faire du CRO. Qu'est-ce et puis là, je me suis rendu compte que... définir. Ouais.
je vais le définir. Donc de l'optimisation de la conversion, donc qui va passer par plusieurs choses. Je rentrerai peut-être en détail juste après, mais c'était vraiment cette idée de se dire, bah voilà, t'as aujourd'hui 100 visiteurs, tu fais 2 ventes. Bah mon objectif, ça va être que tes 100 visiteurs, que tu fasses 3 ventes, 4 ventes, 5 ventes, 6 ventes. Tu vois, donc c'est vraiment pas d'intervenir sur la partie achat média, mais plutôt vraiment sur le site, sur l'expérience on-site, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui achètent. Donc évidemment, il y a des liens avec l'Ads, parce que si tu m'envoies du trafic de merde, je vais avoir du mal à l'optimiser. Mais à un moment, c'est de se dire, OK, les gens, ils viennent, ils ont une problématique, ils ont des envies, ils ont des rêves, comment j'y réponds, comment je fais une solution pour eux. Et du coup, ça a été vraiment comme ça que j'ai vu le truc, parce qu'au début, je l'ai vraiment vu en tant que mission de marque, tu vois, en se disant, c'est ça qui compte, quoi. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était vachement plus dur de dire à un fondateur de marque, ta marque, elle pue, ta proposition de valeur, elle est pas claire, viens, on retravaille tout ça. Parce qu'en fait, souvent, c'était sa marque, c'était son énergie, c'était son cœur, tu vois. Donc, c'est pas facile de dire, ouais, ton ego, en gros, je te mets un gros coup d'épée dans ton ego parce que ce que t'as fait, c'est pas si ouf que ça. Alors que quand je leur disais, je crois que là, on a moyen d'optimiser ton site, de faire en sorte que, et regarde, si on revoit ta proposition de valeur, qu'on la tourne un peu comme ça, les gens vont plus acheter. Là, je parlais non plus à leur ego, mais à leur portefeuille. Et là, d'un coup, ils me disaient, OK. Et là, je me suis dit, attends, si tu veux avoir de l'impact, peut-être qu'il faut que tu rentres par là. T'as changé ton discours. C'est comme ça que j'ai pivoté et que j'ai dit, en fait, on va faire de l'optimisation de site, mais toujours avec cette approche proposition de valeur, branding, copywriting, biais psychologique, tu vois, psychologie consommateur, etc. Et du coup, c'est ce qui fait que bah là, depuis 1 an, tu vois, ça va très vite, ça explose entre guillemets à mon niveau. Hein. J'ai pas la prétention de dire que je fais 25 millions de chiffre d'affaires, mais tu vois, j'ai signé 50 clients, chose que j'avais jamais fait avant, tu vois. Et du coup, bah pour pouvoir délivrer le max de valeur, etc. Bah, j'ai décidé de m'entourer aujourd'hui d'un collectif de freelance. Tu vois, on a 5 compétences clés, donc des CRO managers, des UX designers, des copywriters, data analysts et développeurs intégrateurs, en se disant bah comment tous, en ayant vraiment des spécificités autour du CRO, comment on arrive à booster la conversion des gens. Et donc c'est ça qu'on fait au quotidien, 100%. Donc on fait de l'optimisation de site, des A/B tests et des landing pages. Donc ça, c'est vraiment 100%. On fait ça tous les jours. Et je pense qu'on est une des seules agences aujourd'hui en France à faire que ça, à ne vendre rien d'autre et tu vois, avoir que des gens qui bossent que là-dessus, quoi. Très clair, très clair. Bon, là, t'as mis un bon overview. OK, comment ça a arrivé. Changer le message. Ouais. Donc, tu t'es focalisé sur les DNVB. Et donc là, t'es donc pas forcément de salariés, mais beaucoup de freelance pour qui t'accompagnent aussi dans ta mission. Des spécialistes, des grosses pointures dans leur domaine pour servir au mieux tes clients et les chérir comme Ouais, parce que moi je suis pas un très très bon manager de la petite tâche, tu vois, et du coup j'ai tout de suite eu besoin de m'entourer de gens qui savaient ce qu'ils faisaient, qui avaient de l'expérience, etc. Donc j'ai pris que des gens qui ont au moins 4-5 ans d'expérience. Et en fait, ma mission, elle est évidemment d'accompagner les clients, mais elle est aussi de les faire monter eux en compétences. Et tu vois, je pense que c'est quasiment 50% de mon temps, c'est de se dire comment j'arrive à les faire monter en compétences, comment j'arrive à tu vois, à les nourrir aussi de ce qui peut se passer, bah, tu vois, aux US, en Australie, en Angleterre, etc. pour vraiment aller voir un peu tout ce qui se passe. Parce que bah, tu vois, bah, tu sais ce que c'est hein, quand t'es consultant au quotidien avec les clients, t'as pas toujours le temps d'être hyper alerte. Donc tu vois, là, j'ai recruté 2 personnes, donc on est 3 moi je fais pas que ça, mais à quasiment faire que ça de la veille, du contenu, de l'évolution du métier, tu vois, qui est important, les nouvelles technos, les nouveaux trucs, tu vois, comment on intègre l'IA, comment on fait pour, bah, tu vois, toujours avec cet objectif que, bah, on booste le business des gens. En plus, on booste le business de marques françaises, on aide à l'économie française, et moi, je kiffe ça, quoi, tu vois. Okay. Je me dis, tu vois, comme je te disais, on a fait 5 millions d'euros supplémentaires pour nos clients en une année. Là, cette année, l'objectif, c'est de faire au moins 10. Bah, tu dis, putain, on a réintégré 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'économie française. C'est combien d'emplois? C'est combien de, c'est trop bien, quoi. C'est un vrai impact, ouais, clairement. Mais est-ce que tu trouves que le CRO, donc l'optimisation de sites, à l'heure actuelle, c'est devenu
enfin, à l'époque, tu vois, en 2018, 2019, 2020, on en entendait moins parler, tu vois, parce que Ouais. c'était très Facebook Ads, très acquisition, et Mm. on laissait un peu aller la landing page, alors que c'est vraiment l'élément clé, mais Ok. on savait pas pourquoi. Ouais. Par exemple, on embauchait d'abord un media buyer avant. Un mec qui allait s'occuper Ouais. du site, l'UX ou spécialiste dans le CRO. D'ailleurs, est-ce que toi, tu as vu beaucoup de DNVB françaises internaliser cette compétence-là, ou qui l'occupe déjà dans une DLVP, et pourquoi selon toi à l'époque c'était pas la priorité des CEO de DNVP? Bah, il y a deux sujets. Il y a le fait que avant le Covid, la pub coûtait pas si cher. Ouais. Tu vois, t'allais sur Meta, etc. Ça coûtait de l'argent, mais en fait, tu pouvais balancer du budget et sur la masse, en fait, t'arrivais quand même à aller chercher un peu de rentabilité. Et en plus, t'avais des fonds d'investissement qui arrosaient les marques, tu vois, en se disant c'est la future méga boîte, etc. Donc en fait, les mecs, ils avaient un truc, ils levaient 10 millions, ils savaient qu'ils allaient dépenser 5 sur Facebook, et en fait, ils se posaient pas trop la question de leur site, etc., parce que ils avaient la sensation que ça allait se faire un peu tout seul. Et à vrai dire, c'était un peu le cas. Mhm. Tu vois, pendant longtemps, il y avait des sites pas ouf et tout ça qui arrivaient à bien convertir parce que ils étaient novateurs sur le côté digital. À l'époque, vendre sur Internet, c'était disrupteur, tu vois. Aujourd'hui, ça l'est plus du tout. Donc du coup, ça a vachement changé le paradigme. Et aujourd'hui, la pub coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a plus de concurrence. Tu vois, lancer une marque aujourd'hui avec un Shopify et tout, c'est quand même hyper simple. Donc tu peux assez facilement exister, péter, tu vois. Moi j'ai des clients, ils sont genre 3, ils font 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Tu te dis bon c'est pas impossible. Et en fait du coup ça a créé une grosse concurrence chez Meta, chez Google, etc. Donc les prix se sont envolés. Et là les gens ont commencé à se dire ok, les fonds d'investissement donnent plus d'argent, donc on peut plus avoir ce fameux discours. C'est la LTV qui compte. On verra dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu vois. Parce qu'à l'époque c'était ça. Hein. Moi je sais pas si tu te souviens, mais Ouais, moi quand j'ai écrit mon bouquin en 2019, tout le monde te disait non mais la première commande, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est être rentable à la 3e ou à la 4e, tu l'email. vois. Mais Ouais, comment t'es sûr que le mec tu va acheter 4 fois, c'est tu vois. sûr. Alors qu'aujourd'hui, t'as quand même beaucoup plus de marques qui ont cette envie d'être rentable. Euh, tout de suite, dès la première commande, ou très très tôt, tu vois, selon si c'est des trucs d'abonnement, etc. Quand c'est sur de l'abonnement, c'est un peu difficile d'être rentable tout de suite, mais tu vois, d'avoir cette économie. Et moi, en fait, ça correspond parfaitement à ma mentalité d'homme. Tu vois, j'ai été élevé, comme je te disais, dans une famille qui avait pas beaucoup de moyens, etc. Donc, on faisait attention à comment on dépensait notre argent. Et j'ai toujours trouvé ça assez fou de se dire, on balance et on verra plus tard. Et la mentalité est en train de changer. Et donc, les gens sont en train de, tu vois, de se dire, ok, ça commence à être important. Et du coup, le CRO est en train de s'imposer. Et pour répondre à ta deuxième question, est-ce que c'est une compétence qui s'internalise? Alors, en fait, c'est une compétence que tu vois, que les directeurs e-commerce, responsables e-commerce, etc. commencent à avoir, ou en tout cas, ils commencent à se poser les questions là-dessus. Justement, on achète, tiens, on recrute des directeurs marketing qui vont être plus forts sur cette partie que avant on cherchait des spécialistes de la publicité, tu vois. Donc les profils évoluent, donc les gens se forment, mais en fait la difficulté c'est que c'est très dur d'avoir un CRO manager. En fait le CRO, le problème c'est que ça peut difficilement être représenté par une personne. Donc parce qu'en fait tu vois tout ce travail de data analyse, t'as tout ce travail de compréhension de marque, de marketing, de copywriting, du UX. Et en fait, tu vois, c'est pour ça que nous on a 5 profils parce qu'en fait c'est les 5 profils quasiment indispensables à toute stratégie CRO. Et du coup, c'est compliqué, tu vois. Tu vas pas recruter, allez même rien que 5 3 mecs. personnes Ouais. pour faire le taf. Donc c'est pour ça que nous on a quand même cette opportunité d'exister. Mais je pense que aujourd'hui on a une grosse opportunité en tant qu'agence CRO, mais que notre métier c'est aussi d'aller former les gens qui sont dans les boîtes pour leur dire en gros tu vois, arrête de lancer une bonne landing page ou lancer une mauvaise landing page, en soi c'est le même temps. Ouais. Donc viens, lance une bonne landing page tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ils vont le faire à un moment. Alors, il y en a, ils savent pas qu'il faut faire des landing pages, mais il y a quand même des gens qui les font. Mais
ils les font mal. Donc tu te dis, bah ouais, on va t'aider à les faire et tu vas mieux les faire. Donc c'est un peu ça aussi notre job. Et moi je crois beaucoup à ça, dans cette montée en compétences. Et parce qu'il restera encore beaucoup de chiffres à faire en tant qu'agence, parce que tu vois il y a plein de boîtes. Aujourd'hui on accompagne des boîtes, tu vois, comme Spring, comme Sport Découverte. Sport Découverte c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Ouais. Bon bah les mecs ils préfèrent se dire on prend une agence spécialiste sur lesquelles on est capable de faire un vrai chantier, sur lesquels on va aller chercher de la performance et peut-être aussi avoir un chantier, tu vois, qui va durer 3 à 6 mois. On fait un truc, il y a peut-être des phases de pause, on reprend un autre moment, mais tu vois, on peut être agile là-dessus. C'est vrai que quand tu recrutes, bah tu recrutes quoi, tu vois, donc c'est différent. Donc il y a une vraie opportunité, ouais. Je pense dans les DNVB aussi, je trouve que par exemple le média buyer, donc celui qui va acheter de la publicité pour attirer du trafic, il va être vu que maintenant les plateformes sont de plus en plus automatisées, et ça devient de moins en moins technique d'être un média buyer. Il va être Ouais, quand même, ça va être beaucoup plus full stack où la personne va devoir savoir créer une landing page pour un effectif beaucoup plus réduit parce que je comprends que pour à ton échelle il faut être beaucoup plus, mais pour une petite équipe peut-être que la personne va devoir s'occuper de l'acquisition du trafic, mais aussi de comment le bien sûr, convertir sur une landing page, faire une landing page et avoir un peu cet overview global que tu mentionnais tout à l'heure. Toi, vu bien que tu as sûr. vu pas mal de DNVB passer et pas mal d'études de cas, pour toi, c'est quoi un petit peu les erreurs courantes ou les meilleurs livres que tu as vus quand tu rentres sur un site internet qui sont à chaque fois game changers? C'est pour toi, c'est quoi les erreurs voilà, courantes que qu'on fait où il n'y a pas de Bah spécificité particulière? l'erreur principale, c'est déjà de pas faire de landing page. Ok. Nous, à tous les clients qu'on a accompagnés, avec qui on a commencé à faire des landing pages, on a explosé leurs stats. Ah ouais. Spring, on fait Spring sur 3 mois, on fait plus 23% de taux de conversion grâce aux landing pages. Anatae, on fait plus 25% avec des landing pages. Les minimums, on fait plus 31% avec des landing pages. C'est juste gigantesque. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as des fiches produits qui sont classiques, qui s'adressent à tout le monde, alors qu'avec des landing pages, un peu comme le même travail que tu peux faire avec des créas Facebook, tu vas pouvoir aller cibler, tu vas pouvoir adapter tes messages, tu vas pouvoir, tu vois. Et en fait, là, c'est là où ça devient hyper intéressant. Et tu vois, nous, on a développé une vraie matrice en interne pour adapter le style de landing page, parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de landing page, j'ai l'impression, et on le voit partout sur Internet, la landing page parfaite, le machin. Mais en fait, ça n'existe pas parce Ouais. que une même landing page ne va pas avoir les mêmes résultats si tu t'adresses à quelqu'un qui a même pas conscience du problème que toi tu résous et de quelqu'un qui achète par exemple chez ton concurrent. Tu vois, il va pas chercher les mêmes infos, il va pas chercher la même, tu vois, le même fond. Et en fait, c'est là où beaucoup se plantent parce qu'ils se disent ah il faut faire des landing page parfaite, je la copie-colle, putain ça marche pas pour moi. Je continue sur mes fiches produits. Mais Ouais. c'est normal parce qu'en fait, c'est une vraie stratégie et que c'est comme si tu lançais une stratégie d'ads et que tu avais une ads et que tu te disais ah bah je suis pas rentable. Bah ouais. Mais non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que il y en a très peu déjà qui font des landing pages quand tu fouilles un peu dans les ads library qui redirigent directement sur le truc parce que sûrement par manque de compétences, tu vois, quel outil tu utilises pour les landing pages, comment tu fais une landing page, c'est quoi les bonnes practices. Et donc c'est pour ça que bah j'invite tout le monde à aller checker quand même ton site parce que tu donnes pas mal de ressources là-dessus et tu dois avoir plusieurs fois mon email aussi dans ta base de données. mais 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 j'ai des gens qui ont téléchargé genre je crois 17 contenus sur l'année donc je me suis ah dit bah ah, voilà, c'est c'est pas pas mal. mal. Je suis un peu moins, mais je vais essayer de les battre. Et est-ce que toi, par exemple, pour une DNVB, pour une petite DNVB qui connaît pas encore son angle marketing, tu vas faire une landing page par angle marketing du type, imaginons pour la beauté, une landing page pour les cheveux, une landing page pour améliorer la peau, par exemple, et tu vas dire aux média buyers bah, de faire des publicités qui vont cibler ces landing pages spécifiques, voir le taux de conversion et tu vas leur dire ok ça c'est l'angle marketing qui fonctionne, on va mettre le paquet sur celui-ci, on peut tuer l'autre parce que franchement on va perdre un peu de retour sur investissement donc on va tuer cet angle. Est-ce que tu as cette approche là ou comment tu abordes la relation justement tu parlais de branding, de message marketing avec les landing pages et le media buyer? Alors évidemment, c'est exactement le travail que l'on fait, c'est-à-dire que d'abord, on va aller se dire, ok,
qui sont vraiment les clients de cette marque? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Enfin, les prospects de cette marque, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Aujourd'hui, est-ce que tu vois, je te donne l'exemple de Spring avec qui on bosse beaucoup. Ils font des lessives écologiques en capsule, livrées à domicile. Ok. Tu te dis, bon, il y a des gens, ils vont peut-être déjà acheter chez la concurrence. Il y a des gens, ils vont peut-être se dire, ah, j'en ai marre d'acheter des gros bidons de lessive, c'est lourd. Donc ils vont être plutôt sur un côté, tu vois, praticité. Genre c'est galère, tu vas faire tes courses, tu dois ramener ça. Bon, il y a des gens, ils vont se dire, ah, moi j'en ai marre d'acheter des bidons de lessive parce que j'en ai marre de jeter du plastique. Il y en a d'autres, ils vont se dire, moi j'en ai marre d'acheter du bidon de lessive parce que c'est pas du tout écologique. Au-delà du plastique, parce qu'il y a 90% d'eau dans le truc et qu'en fait j'achète de l'eau que j'ai à la maison. Et il y en a d'autres qui vont te dire, ah, mais ce qui est relou, c'est que ça prend du temps. Tu vois, je dois aller au magasin, je dois la choisir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc en fait, t'es là, t'observes comme ça, et en fait tu te rends compte qu'il y a plein de typologies d'attente chez des clients, soit qui sont encore une fois en recherche, tu vois, par exemple d'une solution écologique. Boum. Bon bah là, tu vois, tu vas pouvoir mettre le paquet là-dessus. D'autres qui vont être plutôt en train de se dire, oh, j'ai vraiment, tu vois, la galère d'aller l'acheter, etc. Et donc en fait, tu vas venir t'adapter et tu vas venir, trouver des angles marketing qui vont être très différents. C'est un peu la big idea que tu peux avoir en publicité. Et c'est pour ça que moi souvent je dis à mes clients, c'est un peu le travail de concepteur-rédacteur qu'on avait avant dans les boîtes de pub, tu vois, qui créaient des big ideas, tu vois, des grosses thématiques. Et tu vois, nous c'est un travail que l'on a fait avec Spring. On a des landing pages, tu vois, ça va être pourquoi 60 000 Français ont décidé de jeter leur bidon en plastique. Ouais. Pourquoi, enfin, tu vois, tu fais ça, boum, tu vas pouvoir expliquer pourquoi il y a des mecs qui veulent plus ça pour des raisons écologiques, pour enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et en fait, tu présentes derrière Spring comme une solution. Et du coup, là, tu arrives à aller vraiment chercher de l'intention, de la reconnaissance dans le problème aussi, chose qui est hyper difficile sur une fiche produit. Parce que tu vois, tu peux pas traiter sur la fiche produit tous les aspects, sinon ça fait fourre-tout. Et tu vois, moi, ce que je dis tout le temps à mes clients pour qu'ils puissent l'imprimer, c'est une fiche produit s'adresse à tout le monde. Tu peux pas cibler une landing page s'adresse aux bonnes personnes. Et en fait, quand tu comprends ça, tu te dis mais c'est évident derrière, tu vois. Et en fait, ton site, c'est presque un site vitrine. J'exagère, mais pas loin, sur, bah, si tu arrives en SEO, si on te partage mon site, si tu m'as vu à la télé, si machin, etc., tu vas aller sur le site, et donc j'essaye de te présenter l'overview global de ce que peut faire mon produit, mais sans spécificité. À contrario, dès que je vais pouvoir te cibler via Meta, via Google, etc., selon des critères, là, je vais pouvoir t'envoyer des landings différentes. Et il faut pas spécialement en faire 3000, tu vois, mais de se dire, ok, c'est quoi mes angles, comment je peux attaquer mes gens, aller aussi, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, selon le niveau de conscience. Évidemment, plus les gens ont conscience du problème, que des solutions existent, moins tu vas galérer à les convertir. Mais de temps en temps, bah, ça peut être bien aussi de dire à des gens qui savent même pas que la lessive ça pollue, qui ont même pas pensé que le plastique à chaque fois ils le jettent, que c'est une hérésie, etc. Bah tu peux aussi aller les éduquer et leur dire à un moment il y a une solution qui est plus intelligente. Et à la fin, les gens ils sont quand même intelligents, tu vois. Quand t'as un bon produit, une bonne proposition de valeur, une offre qui tient la route, et pareil, tu vois, les landing pages, tu peux facilement tester les offres, tu peux tester les prix, tu peux tester des bundles, tu peux tester plein de choses. Et en fait, ça te permet d'être complètement créatif, d'être libre dans ton approche et de pouvoir, tu vois, boum, balancer une landing un week-end, tu vois que ça prend vraiment pas. Bon bah allez, tu peux te dire ok, un week-end c'est peut-être exagéré, mais tu vois une semaine, puis tu te dis je la jette, tu vois, et derrière t'es tranquille. Alors qu'une fiche produit, tu vois, tu peux difficilement se faire ce travail-là de à chaque fois adapter et de se dire bah je vais essayer de parler à tout le monde. Donc c'est vraiment ça qui fait la grosse diff. Ok. T'inquiète pas, on coupera si tu veux le passage.
Non, mais hyper intéressant, plein de questions qui viennent. Est-ce que par exemple tu fais des landing pages donc en mode advertorial, si je comprends bien, donc tu vas expliquer un besoin pour après introduire la solution. Est-ce que tu utilises les landing pages seulement pour du trafic froid, donc une personne qui n'a jamais connu par exemple les lessives Spring, ou est-ce que tu vas aussi les retargeter sur d'autres landing pages spécifiques, ou là tu vas plutôt utiliser la fiche produit parce que selon toi le niveau de conscience est déjà assez élevé et il est à deux doigts de convertir, donc tu peux le rediriger vers la fiche produit. Il y a une dizaine de typologies de landing page aujourd'hui, tu vois. T'as cité les advertoriales, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a des comparaisons, des listicles, des success stories. Il y a vraiment pas mal de choses qui justement vont permettre d'aller adresser en fait des messages, aussi de réadresser des messages, parce que bon, tu convertis pas toujours dès le premier coup, hein, tu vois. Et c'est logique, hein, sinon ça serait formidable et beaucoup trop simple. Mais du coup, tu vas venir, tu vois, tu vas avoir plein de type de landing page. Et ouais, selon ton niveau de conscience, comme tu le disais, tu vois, une advertoriale sur quelqu'un qui a pas spécialement conscience du problème, ça peut être une bonne solution parce que tu vas pouvoir raconter une histoire, tu vas pouvoir les engager et à un moment, tu vas pouvoir les faire convertir. C'est sûr que à l'inverse, tu vois, par exemple, je te donne un exemple sur Anatae qu'on accompagne qui vend du thé matcha. On avait fait un test de landing qui avait pas été positif. Ça marchait pas, sa fiche produit fonctionnait mieux que notre landing. On se disait, c'est quand même bizarre. Et en fait, on a fait en sorte que le test ne s'affiche que la LP, parce que du coup, c'était un A/B test entre fiche produit et landing page, tu vois, elles étaient en compétition. Et on a fait en sorte ensuite que ça ne s'affiche que sur les nouveaux visiteurs. Tu vois, les gens qui sont pas venus déjà sur le site d'Anatae. Là, on a fait plus 25%. Tu vois, direct. Parce qu'en fait, tu vois que là, le niveau de conscience est pas le même. Tu vois, le mec qui est déjà venu sur le site, qui a déjà peut-être acheté le produit, tu vois, que passer par une landing page, en fait, ça rallonge son parcours et donc c'est pas intéressant. À l'inverse, le mec qui connaît pas, qui est jamais venu, etc. Bah là, t'arrives à avoir une performance qui est vraiment supérieure. Donc c'est ça qui fait toute la diff. Et c'est pour ça que c'est une vraie stratégie. Et c'est pour ça que nous, tu vois, on a vraiment développé cette méthode pour faire en sorte qu'il y ait une vraie stratégie. Et comme tu le disais au départ, que ce soit pas juste une landing de tester et que tu vois, tu lances un peu de budget et que tu dises mais ça marche pas. Bah ouais, en fait, si tu le cibles mal, évidemment, ça marchera pas aussi bien que ça pourrait marcher. Clairement. Et donc tu l'as hyper intéressant ce que tu dis. Franchement, j'en prends plein la vue actuellement. Là, je voulais revenir sur les offres aussi parce que tu disais que aussi une offre pourrait convertir beaucoup mieux qu'une autre. Je te donne un exemple de ce qu'est une offre qui défonce. Vas-y, je te laisse le micro. On a fait un A/B test avec une marque qui s'appelle la Bamboozeraie, qui vend des bambous, tu vois. Ouais. Donc c'est sur le papier, c'est pas très digital, mais en gros, si t'as besoin, tu vois, de te cacher du vis-à-vis sur un balcon, je sais pas quoi, t'achètes des bambous et tu les mets. On a fait un A/B test de garantie. Parce qu'en gros, je lui disais, est-ce que t'as des problèmes de temps en temps, tu vois, de bambous qui fanent, entre guillemets, qui meurent, qui tiennent pas. Enfin, il me dit, ouais, ça arrive, mais en fait, là, dans 90% des cas, le problème vient du client qui l'a mal planté, qui l'a mal arrosé, qui machin. Et je lui dis, tu fais quoi dans ces cas-là? Il me dit, franchement, souvent, j'en renvoie un, parce qu'en fait, s'il y en a un qui fane parmi 10, c'est difficile de dire au gars, c'est de ta faute, tu en rachètes un, enfin, voilà. Ouais. Et je lui dis, ok, on va lancer une garantie, tu vois, qui dit, s'il fan, on t'en renvoie un, tu vois. Parce qu'il le faisait déjà. Plus 30% de conversion. Ah ouais. Parce que t'as juste rajouté la garantie bien visible. On a juste rajouté garantie 1 an, tu vois, tu cliques dessus, on t'explique, voilà, vous nous envoyez une photo, on vous renvoie le truc et c'est réglé. Okay. Direct. Et ça, c'est créer une offre, tu vois. L'offre, elle fait toute la différence. Aujourd'hui, tu vois, le fameux... alors, moi, je l'adore. Je suis pas un fan, mais j'en parle assez facilement d'Alex Hormozy, tu vois, qui a vraiment théorisé ce concept d'offre irrésistible. Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est ce qu'il faut aller chercher, c'est de se dire comment mon client, quand il découvre mon produit, il peut se passer de l'acheter, tu vois. Et en fait, s'il est bien ciblé, si t'as vraiment bien travaillé ton produit, que t'as une bonne offre, etc., normalement, il peut pas s'en passer.
tu vois, il peut pas. Et du coup, c'est d'aller chercher ça. Et aujourd'hui, avec le digital, et nous, c'est aussi ce qu'on développe beaucoup, c'est de se dire comment tu arrives à augmenter la valeur perçue pour que le client ait envie d'acheter. Et je vais te donner un très bon exemple US que vous pouvez aller voir, qui est très inspirant, qui s'appelle Kinobody. Kinobody, c'est une marque qui fait du complément alimentaire et de la prot, tu vois. La cible, c'est vraiment le mec un peu en manque de confiance en lui, qui arrive pas à draguer les meufs et qui, tu vois, on va te donner en confiance. Donc le gars qui a lancé ça, c'est l'influenceur parfait, la coupe de cheveux magnifique, le corps de rêve, les filles trop belles à ses côtés, et qui dit, genre, il te dit pas d'acheter ses produits. Et il dit qu'en gros, il a développé des produits digitaux, tu vois, pour t'aider à atteindre tes objectifs, à atteindre ton rêve, qui va être d'avoir enfin confiance, de pouvoir aller draguer des filles, etc. Donc, il va avoir des produits digitaux, des contenus digitaux sur la drague, sur le sport, sur la nutrition, sur machin. Et c'est des contenus qui sont des e-books, hein, tu vois, tout simplement, Ouais. et qui vient en fait associer à ses propres produits. En disant, évidemment, si tu veux aller au bout du truc, il te faut les prods, il te faut un peu de testostérone, il te faut machin, etc. Il te fait une sorte de bundle où tu n'as plus aucune idée du prix, parce qu'en fait, ce contenu digital, c'est le cœur de l'offre. Parce que sans ce contenu digital, finalement, les prods à côté, bon bah, ça reste que des prods, tu vois. Et du coup, le mec, il a lancé ça. Il a lancé des sortes de bundles où le produit digital, tu savais pas combien ça valait, mais tu sais, et en fait, c'était toi en tant que client, selon encore une fois, ton niveau presque de désespoir, tu mettais plus ou moins de valeur face à ce contenu, tu vois. Ouais. Et à la fin, le mec, il a réussi, grâce à ça, à augmenter le valeur de ses bundles de plus de 35%. Tu vois. Donc, avec un contenu digital qui, entre guillemets, coûte zéro une fois que tu l'as fait, parce que tu peux le vendre 100 000 fois, Ouais. il a réussi à augmenter la valeur perçue de ses produits. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire pour créer une offre qui soit irrésistible, pour créer une offre qui donne envie. C'est, je veux pas dire de flouter la valeur, mais c'est d'augmenter la valeur perçue, de faire en sorte que ton produit, que le client, il n'achète pas le produit, qu'il achète. Alors on dit tout le temps, tu vois, le bénéfice, machin. Non, mais c'est même plus que ça. C'est vraiment qu'il achète le chemin vers le résultat idéal, tu vois. Et c'est ça qui est super important. Et sans ça, si t'as pas une bonne offre, si tu permets pas aux gens vraiment de se projeter et ouais, de se projeter dans tout ça, bah en fait t'es parmi toute la concurrence. Et aujourd'hui ils vendent des prots, bah il y en a des milliers des marques de prots. Bah lui il a réussi à. Aujourd'hui il cartonne. Ouais. Cartonne. Donc, l'offre c'est vraiment la base. Donc toi justement, quand on vient de voir, tu vas pas forcément que travailler les landing pages ou forcément le truc, tu vas peut-être sûrement attaquer par l'offre dans un premier temps, voir ce qui a converti déjà au passé, ce qui a pas fonctionné. D'abord travailler peut-être aussi un nouveau produit, donc peut-être un futur bundle. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, travailler la valeur perçue avant de travailler sur les landing pages, si je comprends bien. Alors ça dépend de la maturité du client. Quand tu as des clients qui arrivent qui sont assez matures, tu vois, c'est difficile de leur dire on va retravailler ton offre. Ouais. Parce que tu vois, tirer un peu contre ce que eux ont fait depuis des années, etc. Tu vois, Spring, quand il est arrivé, j'allais pas lui dire Benjamin, on va revoir ton offre, parce que peut-être qu'il l'aurait, tu vois, un peu pas mal pris, mais tu vois, il aurait peut-être été méfiant. Par contre, au bout d'un moment, tu peux lui dire ok, regarde, on t'a prouvé qu'on était capable de faire mieux sur l'offre actuelle. Ça te dirait qu'on aille tester autre chose pour justement peut-être aller chercher plus de performance. Tu vois ce que j'étais en train de te développer là sur Kinobody, on est en train de le faire avec Spring. J'ai pas encore les résultats, donc officiels, donc je peux pas communiquer dessus, mais en tout cas on est en train de bosser là-dessus parce que justement il a compris et parce que j'ai acquis sa confiance. Tu vois, c'est aussi ça. Tu vois, en tant qu'agence, tu peux pas arriver à sortir la mitraillette et dire aux gens ce que vous faites c'est nul, on va tout réinventer. C'est pas possible. Quand t'as des mecs qui font des millions, ils vont te prendre pour un fou. Donc tu vois, c'est aussi pas mal de psychologie aussi de notre part de se dire, bah d'abord on prouve qu'on est capable d'augmenter déjà avec l'offre existante et après on peut aller plus loin. Mais à l'inverse, de temps en temps, on a aussi des clients où là ils galèrent et tu sens que tu vas pas faire beaucoup mieux juste en optimisant un peu le copywriting ou je sais pas quoi. Et donc là, tu vas pouvoir travailler sur des offres. Et ouais, et donc tu vois, moi je te donne un exemple. Qu'on a fait pour une marque pas de cosmétiques, de compléments alimentaires. En gros, ils avaient un sujet de panier moyen.
et de churn, parce qu'en gros les gens achetaient un pack d'essai, enfin un pack un mois, tu vois, Okay. et ils avaient du mal à revendre derrière, et puis l'abonnement fonctionnait pas très bien. On a lancé des landings en se disant ok, comment j'arrive à améliorer la perception de cette offre. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des landings sur lesquels on a expliqué les résultats que tu peux obtenir au bout d'un mois, les résultats que tu peux obtenir au bout de 2 mois, les résultats que tu peux obtenir au bout de 3 mois. Tu vois. Et évidemment, c'est exponentiel. Enfin, tu vois, dans les compléments, etc. Plus tu le prends sur du long terme, c'est comme le sport. Tu vois, au début, tu vas avoir des petits résultats et sur le long terme, tu vas avoir des grands résultats. Et ben, rien que ça, tu vois, ça a projeté les gens dans un résultat complètement différent. Et ben, le panier moyen, il a explosé. Tu vois. Et donc ça aussi, c'est travailler son offre, tu vois, c'est de se dire comment j'arrive encore une fois à la rendre irrésistible. Ça peut être le prix, ça peut être le contenu de l'offre, ça peut être la façon dont tu le présentes, ça peut être plein de choses, tu vois. Et ouais, non, ça fait partie complètement de notre approche, parce que c'est ça qui fait la plus grosse différence. Parce que tu travailles pas non plus que la conversion. Au final, déjà, une agence de CRO, j'avais déjà travaillé avec une agence de CRO. On bossait pas forcément à la conversion, on bossait déjà au revenu par visiteur, parce que c'est ça qui va être vraiment important. C'est pas forcément le nombre de conversions, parce que si tu augmentes le nombre de conversions mais tu fais baisser le panier moyen, au final ça fait tout autant de cash à la fin, et limite voilà. Mais le revenu par conversion, c'est la métrique, et là tu as rajouté aussi un truc encore plus important, c'est le revenu par revenu par visiteur. Alors je sais pas comment on pourrait avec la LTV. Donc quel est le revenu par visiteur multiplié par la LTV? Et donc ça c'est encore je sais pas comment tu le calcules tout ça, mais c'est infernal. Nous, franchement, aujourd'hui, on mise beaucoup sur le revenu par utilisateur. Tu vois, c'est vraiment une métrique que l'on suit à fond. Et tu vois, par exemple, là, je reprends l'exemple de Spring, mais tu vois, ils ont des packs découvertes à 4,90, ils ont des packs à 9,90, ils ont des packs à 18,90 €. Évidemment, le taux de conversion d'un pack à 4,90 peut pas être le même que celui à 18,90, tu vois. Ouais. Mais par contre, tu te dis, voilà, quel est le revenu par utilisateur? Pour l'expliquer un peu, le revenu par utilisateur, donc c'est donc le revenu que rapporte chaque visiteur ou visite, ça dépend si c'est en session ou en utilisateur, mais chaque revenu par visite. Et du coup, ça te permet d'avoir un vrai... là où c'est intéressant, c'est que ça te donne aussi indirectement le montant que tu es capable de dépenser pour acquérir une visite. Parce que tu vois, quand tu sais que tu as un revenu par utilisateur de 2 €, bah, tu te dis, OK, quelle est la part de mon produit là-dedans, quelle est la part de mes équipes, et quelle est la part du coup de l'acquisition que je suis capable de faire. Et du coup, tu vois, bah, par exemple sur Spring, on a augmenté de 23% la conversion et de 34% le revenu par utilisateur. Parce que on a réussi justement à augmenter. Alors là, c'était plus le cross-sell, de se dire, bah voilà, j'ai 4,90, puis je pars avec 6,90 ou 9,90 et ça, c'est important. Et pareil, tu vois, ça peut se passer sur la LP, se dire, bah comment j'arrive à présenter le fait que le pack découverte est vachement bien, mais que si je rajoute ça, c'est encore mieux, et si je rajoute ça, c'est encore mieux, tu vois. Et donc oui, ça c'est la métrique que l'on suit le plus. Parce qu'en plus c'est celle sur laquelle on est le plus responsable, parce que du coup c'est un mix entre le taux de conversion et le panier moyen, et donc c'est vraiment les deux choses qu'on essaye toujours d'optimiser. Mais sincèrement, le plus facile, c'est tiens, à ton sens, c'est quoi le plus facile entre optimiser la conversion et le panier moyen? Perso, je pense que c'est le panier moyen. C'est le panier moyen, 100%. Ouais. 100%. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est prêt à acheter, il est prêt à acheter un peu plus. Alors quelqu'un qui est pas prêt à acheter, c'est difficile de le faire acheter. Bah, comme tu disais, avec la garantie, il y en a qui le font la garantie payante, tu vois, ou font des livraisons prioritaires. Bon, à voir si c'est prioritaire vraiment, mais c'est toujours mettre 1 €, 2 €, 3 € de plus. C'est un peu l'histoire des bons becs qu'on te propose quand tu fais tes courses. C'est bizarrement à côté de la caisse. Donc, tu vas mettre ta carte quoi qu'il arrive. Donc, il vaut mieux proposer à ce moment-là. Tu vois, quand tu pars dans un magasin et que tu es prêt à acheter, si tu es en train d'acheter un jean, bon, bah, le mec, il te présente la ceinture. De toute façon, tu es déjà dans un mood d'achat, tu vois, donc ça va passer. Si t'es un peu réfractaire, que tu te dis, ce magasin, franchement, je l'aime pas trop, etc. Bon, bah, faut déjà qu'il te fasse acheter un pantalon, plus en plus qu'il te fasse acheter une ceinture. Donc, tu vois, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment une priorité, le panier moyen, de se dire comment j'arrive déjà à optimiser à fond ce sujet-là.
et derrière la conversion. Mais ouais, c'est deux métriques sur lesquelles il est indispensable de travailler, tu vois. Ok. Et si je peux me permettre de donner un autre conseil, c'est aussi quand tu fais que ce soit des landing pages ou même vers le site le site directement, c'est de se poser la question je te donne des chiffres moyens, mais en gros aujourd'hui la moyenne de conversion c'est 2,4, donc ça veut dire sur 100 visites t'es plutôt à 2,4 conversions. Comment je peux faire pour, sachant que je vais pas réussir à passer la conversion de 2,4 à 10 du jour au lendemain, mais comment je peux faire pour récupérer le maximum d'informations, pour capter du lead, pour que derrière je puisse les retargeter et les mettre dans mon marketing automation et de les faire acheter. Parce qu'en fait souvent on essaye que de faire acheter tout de suite. Sauf qu'encore une fois, c'est pas évident de convertir, tu vois, les 97,6% des gens qui étaient pas spécialement venus pour acheter. Par contre, tu peux, tu vois, réussir à leur faire, tu vois, à leur faire adhérer à un truc, à leur faire télécharger un document, à leur faire, tu vois, recevoir quelque chose qui a de la valeur ou quoi que ce soit, pour pouvoir derrière les mettre dans ton marketing automation et de les faire acheter au fur et à mesure. Ouais. Parce que ça vous coûtera moins cher de leur envoyer des mails que de repayer de la pub pour les faire venir. Toujours les emails c'est la base et ça restera je pense la base pendant un petit moment et c'est vrai que c'est clair. Ouais, et je pense que les grosses marques maintenant font 20-30% de leur CA avec les emails et c'est indispensable. Petite question pour les personnes qui aimeraient s'essayer un petit peu de leur côté au CRO. Quel stack technique sous Shopify tu recommanderais? À l'époque, il y avait Google Optimize, RIP. Ce service a été arrêté, c'était gratuit, c'était pas mal pour tester 2-3 petits trucs. Alors, c'était pas un outil très poussé. Toi, en 2024, voilà, pour une petite DNVB qui sont pas énormément, moins de 5 personnes, tu recommanderais quoi? Alors déjà, pour celui qui veut s'essayer au CRO, je lui recommande de façon très généreuse d'aller sur mon site, de faire la formation, parce que j'ai une formation gratuite, 100% gratuite, 7 ou 8 mails de CRO qui justement t'explique un petit peu tous les sujets sur comment tu audites toi-même ton site, comment tu fais des A/B tests, comment tu lances des landing pages. Alors c'est une approche, tu vois, à chaque fois, parce que bon, c'est un mail, mais franchement c'est hyper poussé. Il y a eu plus de 1500 téléchargements et tu vois, j'ai une note, je crois, de 4,8, un truc comme ça dessus, parce que les gens trouvaient qu'il y avait pas assez de vidéos, mais putain, c'est gratuit les gars. Tu peux pas tout faire, tu vois. Mais bon, peu importe. Et déjà, ça donne un peu déjà un peu les options et ce que l'on peut faire et un peu la priorité aussi. Donc ça, c'est première réponse avant de partir dans des outils, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui partent dans des outils, mais sans trop savoir pourquoi. Ça fait pas partie de notre strat, et du coup, ils les arrêtent assez vite. Après, sur la partie A/B test pure, il y a une app qui s'appelle Shoplift. Tu vois, comme Shopify avec le lift, donc c'est vraiment 100% Shopify et qui permet de faire des A/B tests qui sont assez simples. Pourquoi? Parce qu'en fait ça reprend le builder Shopify. Donc en gros, tu vas dire bah tiens, j'ai ma fiche produit, s'il est fait bien avec le builder Shopify, bah en fait ça te le reduplique et tu vas pouvoir modifier des trucs, tu vas rajouter des sections, en enlever, changer du wording, enfin tu vas faire plein de trucs et du coup tu vas pouvoir les A/B tester. Et je crois que c'est quelque chose comme 80 ou 85 euros par mois. Donc c'est un petit budget, tu vois. Mais quand tu vois la différence que ça peut faire, c'est très intéressant de les mettre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'option beaucoup moins chère pour faire de l'A/B test. Donc voilà. Et si je peux me permettre, sur la partie A/B test, c'est un sujet, souvent les gens ont une sorte de blocage psychologique parce qu'ils se disent ils ont vu sur internet que pour faire un bon A/B test il fallait au moins 50 000 sessions, etc. Enfin tu vois des chiffres qui sont très importants et qui correspondent pas en fait aux petites boîtes. Moi j'ai envie de leur dire ces éléments-là sont vrais. Tu vois, je vais pas dire que c'est faux. Par contre, ces éléments-là, en fait, sont considérés pour des grosses boîtes, tu vois, pour des boîtes à la Decathlon, etc., qui vont faire des petits changements, qui sont vraiment des changements incrémentaux pour voir si ça améliore ou que ça améliore pas. Si vous êtes une plus petite marque avec moins de trafic, ce qu'il faut, c'est faire des tests qui sont drastiques, tu vois. Des gros changements, vraiment, tu vois. Et là, vous allez voir en fait la modification et vous allez voir s'il y a justement un peu d'amélioration de la performance là-dessus. Donc c'est vraiment ça sur lequel il faut travailler. Mais franchement, Shoplift c'est un très bon outil. Et le jour où vous avez été
au bout des possibilités de shoplift, bah vous pourrez passer à autre chose parce que vous aurez fait du chiffre d'affaires. Excellent. Non, mais c'est vrai que tu l'as mentionné, changer la couleur du bouton, ça sert pas vraiment, franchement, à grand chose. Ça, c'est vraiment des mauvais conseils. Voilà. Mais par exemple, ouais. Ça peut être un bon conseil. Ça peut être un bon conseil si, et nous, ça nous est arrivé de temps en temps d'avoir des clients comme ça, qui par exemple ont un site qui se veut un peu luxe, où tout est noir, le CTA est noir, et du coup, bah, il ressort pas spécialement, tu vois. Un truc qui est important, c'est quand même que le CTA, il soit visible, qu'il soit dans une couleur qui puisse être un peu différente du reste. Donc ça peut être une bonne idée de le tester dans ces conditions, mais dans 95% des cas, ça va rien vous apporter. C'est plutôt les messages, insérer la vidéo, insérer les images, changer la structure de page. Un test que l'on a fait là récemment avec Anatae, je pense à ça parce que c'est vraiment un test mais simplissime. C'était la position des avis sur la page. Tu vois. Et bah tu vois un peu de façon classique, tu avais le bouton avis, tu vois, en dessous du titre. Quand tu cliquais, ça descendait tout en bas. Bon bah tu te dis c'est un peu les règles CRO quoi, tu vois. Enfin c'est ce qu'on t'apprend dans sur les blogs CRO. Moi je me suis dit je pense qu'il y a quelque chose à faire. On l'a mis juste en dessous du CTA, tu vois. Vraiment, t'avais le CTA et juste en dessous on a mis la ligne d'avis. On a fait plus 11% de conversion. C'est pas mal hein. C'est énorme, t'imagines. Et ensuite, on s'est dit, OK, est-ce qu'il y a un nombre d'avis idéal? Tu vois, est-ce qu'il faut en mettre 6, 12, 18, 24, machin? Vous irez voir sur le site, comme ça je ne donne pas la réponse. Je pense que c'est pas toujours la même réponse selon les marques. C'est pour ça que j'ai pas envie de donner un chiffre parce que les gens vont penser que c'est le bon chiffre. Mais et du coup on l'a fait plus 7%, tu vois. Donc tu te dis, t'imagines sur deux petits tests, tout bête, mais plus 11 plus 7, ah, ça fait du business à la fin de l'année. Si tu le lis sur une année, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, mais surtout quand tu t'arrives par exemple sur des Black Friday où là c'est des grosses journées où là je pense une petite saisonnalité parce que le matcha ça se boit chaud comme le maté. Je pense si tu fais alors je sais pas exactement ce que ça fait comme lift, c'est pas on additionne pas comme ça mais c'est vraiment pas mal et ça ce petit hack c'est vrai qu'on le voit pas souvent au final même à tester la position des avis. On le voit pas souvent. Est-ce que tu trouves aussi que les avis vidéo, t'as eu par exemple Reel Up ou VideoWise où tu vois pas mal de petites bulles comme des stories où tu peux cliquer. Est-ce que ça t'as pu voir aussi que ça a amélioré bien? Je le vois de plus en plus sur sur tous les sites. Alors franchement, sur les sites que l'on accompagne, qui l'ont, on n'a pas observé une augmentation de dingue. Tu vois. Alors après, on a testé sur quelques marques la position, de ces petites capsules. Donc, on a vu que selon la position, tu avais des performances qui pouvaient varier quand même. Donc ça, c'est quand même un point clé. Mais on n'a pas vu un truc où tu te dis waouh, tu prends 30%, quoi. Tu vois. Donc, je pense pas que ça soit négatif, tu vois. Mais je crois que c'est quand même des solutions qui coûtent un peu d'argent. Voilà, c'est ça. Selon la taille de ton business, c'est peut-être pas obligatoire. Ok, hyper intéressant. Et eux te diront pas ça, hein, mais oui, ça forcément. Tu vois. C'est comme. Mais après, tu vois, t'as un shoplift, tu prends la période d'essai de Join ou de je sais pas quoi, tu le mets, tu le testes, tu vois ce que ça donne. Et en fait, souvent, le problème de ces trucs-là, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, et je l'ai vu avec certains clients, donc là, je vais pas les nommer, mais c'est que quand tu as ce genre de solution, t'as quand même tu vois, une prise de décision, ouais, c'est important, c'est intéressant, etc. Souvent, tu produis aussi des vidéos pour ça. Donc, une fois que tu l'as mis en ligne, t'as tendance à pas vouloir l'enlever. Parce que tu te dis, putain, j'ai investi du temps, de l'argent, etc. Et tu sais, c'est un peu le problème. Et d'ailleurs, tu sais, il y a une stat qui est terrifiante, mais qui est hyper intéressante à avoir en tête, c'est que seulement un A/B test sur 6 amène vraiment une croissance positive. Donc, soit ça change rien, soit c'est négatif. Et donc, ça veut dire que pour tous les gens qui ne testent rien, ça veut dire que sur 6 modifications qu'ils vont apporter à leur site web, donc du temps passé, peut-être un dev, peut-être, enfin, tu vois, tout ce qu'on peut imaginer, bah, en fait, ça va rien apporter.
tu vois. Et ça fait toute la diff. Et tu vois, si tu fais, parce que je m'étais amusé à faire les stats là-dessus, si tu implémentes tous les tests j'avais fait 2 sur 8 pour améliorer quand même en me disant, quand il y a une agence, t'es censé être un peu meilleur que les gens de Honda. 2 sur 8 que tu implémentes ou que tu n'implémentes pas, il y a une différence potentielle de plus de 35% de performance entre les deux. Tu vois. C'est violent. Gigantesque. Parce qu'en fait, si tu implémentes des trucs qui ne marchent pas, tu t'en rends pas compte tout de suite. Tu vois. Et ça peut même avoir un impact négatif. Et en fait, tu t'en rends pas compte tout de suite. Et encore une fois, il y a le biais un peu du temps investi, etc., où tu te dis, je vais pas revenir en arrière, tu vois. Là, j'ai un prospect. Ça, c'est un truc hyper intéressant. Il a lancé un nouveau site. C'est quasi la cata, tu vois. Du coup, il a essayé de refaire des modifications pour se rapprocher de l'ancien site. Et il me disait, putain, la meilleure solution que j'aurais à faire, c'est de repartir sur l'ancien. Mais j'ose pas. Parce que trop d'investissement, trop d'investissement en argent, trop d'investissement en temps, l'annonce de j'ai changé de site, le machin, etc. Où tu vois, ça fait mal au cœur de se dire, putain, je repars à zéro, quoi. T'entends, il vaut mieux. Moi, ça m'a déjà arrivé. T'entends, j'ai remis l'autre site. Hein. Pourtant, j'avais fait deux semaines, mais bon. Mais bien sûr, mais parce que c'était peut-être toi qui l'as fait, etc. Tu vois, lui, il était passé par une agence, il avait mis un bon billet, il avait pris, tu vois, 4-5 mois. Et en fait, c'est un peu comme un bébé, quoi. Tu te dis, putain, si je peux, entre guillemets, pas l'avoir, pas m'en servir, pas le montrer. Parce qu'en plus, souvent, les sites sont plus beaux. Donc, il y a aussi une approche où tu te dis, bah, c'est quand même mieux visuellement. Donc, t'es plus fier de montrer ce site-là que l'ancien. Mais en fait, à la fin, c'est les perfs qui parlent, tu vois. Donc là-dessus, faut faire gaffe, quoi. Ok. Non, bah, top. Très bon. Franchement, beaucoup d'enseignements sur cet épisode. Merci beaucoup, Sébastien. Trop cool. Plaisir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Quels sont tes plans pour 2024? Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2024? Déjà, on peut souhaiter à l'e-commerce français de mieux convertir, tu vois, de faire en sorte, tu vois, que chaque site, si t'imagines si tous les sites e-commerce convertissaient 5 ou 10% de plus parce qu'ils avaient eu les bons conseils, ça serait génial, tu vois. T'imagines, genre, toi, si ton site e-commerce demain il fait 10% de plus, tu vas être content, tu vas peut-être prendre 2 jours de vacances de plus, tu vas peut-être offrir des plus beaux cadeaux de Noël à ta mère, tu vois. Tout ça compte, tu vois. Donc déjà, on peut souhaiter ça à l'e-commerce français. Et ensuite, à moi, sur 2024, justement, j'ai aussi eu l'envie de partager encore un peu plus, d'aller encore un peu plus loin. Et donc là, on va diffuser en fait notre méthode autour des landing pages. Donc on va vraiment tout donner, comment on fait, tous les types de landing page qu'on fait, les templates que l'on prend, nos checklists, nos prompts ChatGPT. Vraiment, on va tout donner. Enfin, on va tout diffuser. On va pas le donner malheureusement pour tous cette fois-ci, mais on va le diffuser. Et je sais pas quand est-ce que cet épisode sera en ligne, mais soit vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, on fait gagner une méthode pour tous les 100 inscrits, et soit vous pouvez aller sur notre site et aller voir la méthode. En tout cas, on donne tout. Donc si vous voulez créer des landing pages, si vous voulez vraiment maximiser vos profits, minimiser vos coûts d'acquisition, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Okay. On vous attend. Crois-moi que je serai un des premiers à checker le lancement, et on mettra tous les liens en description. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur ce podcast-là et à avoir apporté beaucoup de valeur, c'est top. Et franchement, là, je vais installer Shoplist sur Pratimaté pour tester 2-3 trucs. Là, tu m'as mis 2-3 trucs, des petites idées là que j'ai trop envie de tester. Donc et tu vas voir, en plus dans Shoplist, il y a une banque d'A/B tests. Que tu peux implémenter, tu vois, sur des tests qui sont faits régulièrement sur les sites. Et du coup, il y a une petite librairie d'A/B tests. Alors, il y en a pas 3000, mais il y en a bien une vingtaine, et qui peut déjà, tu vois, t'aider. Et en fait, ils s'implémentent tout seuls parce qu'ils sont prédéveloppés. Donc c'est très pratique. Tu vois, il y a pas besoin pour tout ça de compétences techniques. Les best-sellers des best practices. Ah, parfait. Ouais, exactement. Donc, tu vois, j'aurais pu être commercial Shoplist, mais c'est pas mon métier. Bientôt affilié, j'espère pour toi. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien. Avec grand plaisir. Merci à toi, Hugo, et je vous souhaite à tous beaucoup de conversions en 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur LinkedIn. J'essaye de répondre à tout le monde, et puis à me suivre parce que je partage quand même beaucoup de contenu. Donc, si vous allez piocher de temps en temps, ça peut que être positif pour votre business. C'est clair. Merci beaucoup. Merci à toi, Hugo. Ciao.